Los Angeles, septembre 1972. Le studio de Warner Bros. À Burbank fait ce qu'il fait toujours un mardi après-midi, tout en même temps et jamais dans le silence. Des voiturettes de golf passent entre les plateaux. Les membres de l'équipe marchent avec cette démarche précise et déterminée de gens en retard pour quelque chose qui était déjà en retard pour autre chose. Les générateurs ronronnent. Quelqu'un parle dans un talkie-walkie en répétant un numéro auquel personne ne répond. L'odeur du studio en septembre est particulière et inimitable. La chaleur sèche de la Californie mélangée au bois fraîchement coupé, à la peinture industrielle et à l'odeur électrique des machines qui tournent depuis avant l'aube et continueront jusqu'après la tombée de la nuit. Parce que la lumière coûte de l'argent et que l'argent n'attend pas que la lumière se repose. C'est Hollywood. Il ne s'arrête pas. Il ne ralentit pas. Il absorbe tout ce qui se passe en son sein et continue d'avancer. Indifférent comme le climat, implacable comme le loyer. Le studio existe depuis assez longtemps pour avoir sa propre gravité, attirant des gens de tous les coins du monde avec la promesse de quelque chose. Pas toujours la chose pour laquelle ils sont venus, mais quelque chose quand même. Les personnes qui l'a façonnée, rejetée ou parfois transformée en quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, marchent dans ces rues baignées de la lumière de septembre sans vraiment comprendre qu'elles sont à l'intérieur d'une machine indifférente à chacun d'entre eux. Une machine qui a déjà été indifférente à des talents plus grands que les leurs et qui continuera de l'être longtemps après leur départ. Le plateau 14 est un plateau intérieur de taille moyenne, transformé cette semaine en école d'arts martiaux. Parquet en bois à portée d'un entrepôt d'accessoires. Équipement d'entraînement aligné le long des murs avec le soin de gens qui savent que les caméras voient tout et ne pardonnent rien. Sac suspendu, mannequin en bois, l'ordre fonctionnel précis d'un lieu de travail plutôt que d'un décor décoratif. Le tournage de l'après-midi s'est terminé il y a 20 minutes. L'équipe démonte l'installation du jour avec la chorégraphie efficace de gens qui ont fait cela tant de fois que les gestes sont devenus automatiques, ne demandant plus de réflexion. L'esprit peut ainsi penser à la circulation sur l'autoroute 101, à ce qu'il y a dans le réfrigérateur à la maison, et à savoir si le ticket de parking expire à 19h ou à 20h. Le plateau possède cette qualité particulière d'un espace qui a été pleinement habité toute la journée et qui est maintenant en train d'être déserté. L'énergie de la production s'en échappe lentement, comme la chaleur quitte une pièce lorsque le soleil glisse hors de la fenêtre, laissant derrière lui quelque chose de plus calme et de plus honnête. Robert Clouse est assis dans sa chaise de réalisateur, dans un coin près du moniteur de lecture. Un petit carnet en cuir ouvert sur ses genoux, son écriture précise remplit la page de liste soigneusement organisée. Il revoit les images de l'après-midi avec l'attention concentrée d'un homme qui ne considère pas la journée terminée tant qu'il n'en a pas fait l'inventaire complet. Clouse réalise des films depuis avant que la plupart des membres actuels de son équipe aient l'âge de conduire. Et il porte cette expérience comme certains hommes portent l'expérience. Ni comme un fardeau, ni comme une performance, mais simplement comme le poids accumulé de quelqu'un qui a vu assez de choses pour savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas, et qui a fait la paix avec cette différence. Il est satisfait de ce qu'il voit sur l'écran. Il ne le montre pas, car les plateaux de cinéma récompensent la prudence, et il a appris cette leçon de la manière la plus directe, en célébrant trop tôt et en payant le prix ensuite. Il ne commet plus cette erreur. Il est en train de noter quelque chose sur la 3e prise lorsque la porte du plateau s'ouvre et que Bruce Lee entre. Il entre sans annonce. Pas d'arrêt sur le seuil, pas de regard autour de lui, pas de mise en scène de son arrivée. Juste un homme qui passe une porte pour entrer dans un espace qu'il connaît bien. Il se déplace avec cette économie de mouvement calme que tous ceux qui passent du temps avec lui remarquent tôt ou tard, et qu'ils ne peuvent ensuite plus ignorer. La qualité particulière d'un corps dont tout ce qui est inutile a été retiré. Chaque mouvement exactement ce que le moment exige, rien de plus. Des vêtements d'entraînement noirs, les mêmes qu'il porte depuis la séance du matin dans son école de l'autre côté de la ville. Il repère Clouse et change de direction vers lui sans ralentir. Clouse lève les yeux. Son expression passe de la concentration intérieure d'un homme qui fait le bilan de sa journée
à quelque chose de plus chaleureux et ouvert. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs mois maintenant, développant quelque chose que ni l'un ni l'autre ne peut encore voir clairement, mais auquel tous deux croient. Et la relation construite pendant ces mois est l'une des relations professionnelles les plus honnêtes que chacun d'eux possède dans cette ville. Ce qui n'est pas une ville réputée pour l'honnêteté des relations professionnelles. Bruce prend la chaise pliante appuyée contre le chariot du moniteur, l'ouvre d'un seul geste et s'assoit. Clouse fait signe à son assistant de s'éloigner. Le plateau continue de se vider autour d'eux et ils parlent comme deux personnes parlent lorsque la distance professionnelle a disparu et que quelque chose de plus authentique a pris sa place. Une conversation facile et sans hâte. La conversation de deux personnes sérieuses qui ont trouvé leur rythme et qui savourent la fin d'une journée qui s'est déroulée comme prévu. Clouse demande des nouvelles de son épaule. Bruce répond que ça va mieux, ce qui signifie que c'est supportable. Bruce demande des nouvelles des pages du scénario de la semaine dernière, et Clouse explique la logique structurelle. Bruce écoute avec cette qualité d'attention particulière qu'il réserve aux choses qui l'intéressent, totale, directe et légèrement déstabilisante jusqu'à ce qu'on s'y habitue. L'attention de quelqu'un qui lit réellement ce que vous dites, plutôt que d'attendre simplement que vous ayez fini. Il parle du calendrier. Il parle du tournage à San Francisco. Il parle du casting. La conversation qui révèle toujours ce qu'un projet est réellement, au-delà de ce que tout le monde prétend qu'il est. Le plateau se vide autour d'eux. La lumière qui entre par la porte du studio se rétrécit à mesure que l'après-midi avance. Deux professionnels à la fin d'une bonne journée, à l'aise comme le sont les gens qui ont gagné le respect l'un de l'autre, de la seule manière qui crée un véritable respect. Le travail honnête accompli au fil du temps. C'est à ce moment-là que la porte du plateau s'ouvre à nouveau et que Kurt Russell entre. Il a 21 ans et il remplit une pièce comme les jeunes de 21 ans remplissent les pièces lorsqu'ils sont grands, larges d'épaules et qu'ils ont passé suffisamment de temps devant les caméras pour s'être habitués à être regardés. Jean, chemise à col ouverte à moitié, la démarche détendue et confiante de quelqu'un dont la vie, jusqu'ici, a confirmé à chaque tournant qu'être Kurt Russell est une très bonne chose. Il joue depuis l'enfance. Il est talentueux et le sait, et il porte cette certitude avec la légèreté particulière de quelqu'un qui n'a pas encore été mis à l'épreuve de la manière dont la vie finit par mettre tout le monde à l'épreuve. Ce n'est pas une critique, simplement un fait. Un fait qui ne devient visible qu'avec le recul. Il est venu voir Clouse. Ils se connaissent depuis une production 2 ans plus tôt. Assez d'histoire pour une visite informelle. Russell a été sur le studio aujourd'hui pour une réunion sur un autre plateau et est passé dire bonjour en partant. Comme il fait souvent les choses sur un coup de tête, en supposant l'accueil, parce que l'accueil a toujours été là. Il aperçoit Clouse et lève la main en se dirigeant vers lui avec l'assurance naturelle de quelqu'un qui sait exactement où il va. Il remarque l'homme assis à côté de Clouse comme on remarque un meuble du coin de l'œil, sans vraiment s'y intéresser. Un homme chinois mince, vêtu de vêtements d'entraînement noirs, pas très grand, assis très immobile. L'attention de Russell glisse sur lui sans s'arrêter. Il se serre la main. Il passe rapidement par le langage abrégé de ceux qui se connaissent assez bien pour sauter la version formelle. Plaisanterie, référence, ce langage compressé de l'histoire partagée. Russell est drôle d'une manière authentique, profitant réellement de l'instant au lieu de jouer à s'amuser. Et Clouse y répond parce que c'est vrai, et les choses vraies ne sont pas si fréquentes sur un plateau de cinéma pour qu'on les prenne pour acquises. Il parle de la réunion dont Russell vient de sortir, qui n'a produit aucun résultat définitif, mais a laissé tout le monde avec la sensation agréable que quelque chose pourrait se produire, sans que personne ne s'engage à rien. Ce qui est le résultat habituel de la plupart des réunions dans cette ville. Russell l'a décrit avec la précision comique particulière de quelqu'un qui trouve cela amusant plutôt que frustrant, ce qui est un choix qui demande un certain type de confiance. Puis il regarde de nouveau l'homme assis sur la chaise pliante. Comme on regarde une seconde fois quelque chose que l'on a classé trop vite. Il voit la même chose qu'avant.
Un Chinois mince, des vêtements d'entraînement noirs. Très immobile, silencieux. Pas en train de faire semblant d'écouter, pas en train de jouer un rôle. Juste présent d'une manière différente de celle dont la plupart des gens sont présents. La différence entre une pièce occupée et une pièce habitée. « C'est qui, lui ?» dit-il avec le ton désinvolte de quelqu'un qui désigne un meuble. Un léger mouvement de tête vers Bruce. « Un de tes gars ?» Le plateau ne réagit pas, mais deux membres de l'équipe près du dispositif d'éclairage échangent le plus bref des regards, la communication silencieuse de gens qui savent quelque chose. L'homme qui parle ne le sait pas, et ils observent pour voir ce qui va se passer ensuite. L'expression de Clouse change. Un changement minuscule et précis, celui d'un homme qui vient d'entendre quelque chose, qui demande une correction et qui décide comment la faire. Bruce parle le premier. « Je suis l'invité de Robert. » La voix est calme et posée, le même ton qu'il utilise pour tout. Il regarde Russell directement, avec l'attention parfaitement tranquille de quelqu'un qui comprend exactement la situation et qui n'est pressé par rien. « Bruce Lee ?» Russell enregistre le nom. Il l'a déjà entendu. The Green Hornet. Ces images qui circulent dans l'industrie d'un homme se déplaçant d'une manière que les caméras ont du mal à suivre. La révérence particulière dans certaines voix lorsque ce nom apparaît dans certaines conversations. Il l'a entendu. Mais maintenant, ce nom est attaché à un homme mince assis sur une chaise pliante qui ne correspond pas à l'image que ce nom avait construite dans son esprit. Et le système nerveux d'un homme de 21 ans fait le calcul. Il le fait toujours automatiquement. Taille, poids, ce que ces mesures impliquent. Et le calcul continue de produire la même réponse. 64 kg, 1,70 m. Et il n'arrive pas à faire correspondre ce résultat avec ce que Clouse est sur le point de dire. « Vous êtes plus petit que je pensais, » dit Russell. 3 membres de l'équipe à portée de voix arrêtent ce qu'ils font. Pas visiblement, pas dramatiquement. Ils arrêtent simplement. Cette immobilité particulière des gens qui ont entendu quelque chose et qui attendent de voir ce qui va suivre. Clouse pose son carnet sur le chariot du moniteur avec un petit bruit volontaire. « Bruce, dit-il, est l'un des êtres humains les plus dangereux de cette planète. » Dit simplement, sans effet. Le ton de quelqu'un qui donne une information, pas celui de quelqu'un qui argumente. « Je veux être précis là-dessus. » Russell regarde Clouse, puis Bruce, puis Clouse encore. Il refait le calcul, une deuxième fois, en espérant un résultat différent. 64 kilos, chaise pliante. L'un des hommes les plus dangereux de la planète. Les chiffres ne s'accordent pas. Ses 21 années de vie ne lui ont pas encore donné le cadre nécessaire pour que cela s'accorde. Et la pièce regarde. Et le sourire est déjà en train de se former. Le sourire qui lui a ouvert toutes les portes dont il avait besoin jusqu'ici, et qu'il n'a aucune raison de croire inefficace aujourd'hui. « Allez !» dit-il avec un sourire large et facile, fonctionnant à pleine puissance. Il regarde Bruce avec ce défi lumineux particulier de quelqu'un qui a décidé que la seule direction possible est d'aller de l'avant. « L'un des hommes les plus dangereux de la planète ?» Il secoue la tête, ce petit mouvement théâtral de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. « Je ne veux manquer de respect à personne, mais il faudrait me montrer quelque chose comme ça. » Il fait rouler son épaule droite vers l'avant. Le geste d'un jeune homme qui s'offre comme cible avec la conviction totale que l'offre ne sera pas acceptée. Menton relevé, corps ouvert. La posture spécifique de quelqu'un qui joue la confiance parce qu'il n'a pas encore appris que la jouer et la posséder sont deux choses entièrement différentes. La différence entre la photo d'un feu et un vrai feu. Ses doigts tapotent 2 fois son épaule, désinvolte, léger. Le geste de quelqu'un qui indique un endroit dont il est certain qu'il restera intact. « Frappez-moi ici. Pleine puissance. Voyons ce que vous avez. » Le plateau devient silencieux. Pas presque silencieux. Silencieux. Le machiniste qui poussait un chariot à 2 mètres s'est arrêté. Les techniciens près des projecteurs se sont complètement retournés. Clouse a repris son carnet et le tient sans l'ouvrir, parfaitement immobile.
L'immobilité d'un homme qui veut observer ce qui va se passer sans faire quoi que ce soit qui pourrait l'influencer. L'assistant avec le clipboard a fait un petit pas inconscient en arrière. 7 personnes sur le plateau se sont tournées vers la chaise pliante et le grand jeune homme qui se tient devant elle, l'épaule en avant, le menton levé, le sourire à pleine puissance, ses 21 ans de confiance physique intacte, arrangés dans la posture de quelqu'un qui croit avoir conquis la pièce par le simple fait de proposer quelque chose qu'il est sûr que personne n'acceptera. Personne ne parle, personne ne bouge. Le bourdonnement des lumières au plafond est soudain le son le plus fort de la pièce. Et dehors, derrière les murs du plateau, le studio Warner Bros. Continue son mardi indifférent. Et à l'intérieur, pour cet instant suspendu, le monde entier s'est contracté dans l'espace entre une épaule et une main. Bruce Lee se lève de la chaise pliante. Pas de la manière dont les gens se lèvent lorsqu'ils se préparent à quelque chose. Il se lève comme il se lève de n'importe quelle chaise, avec la même économie, la même absence d'annonce, aucun changement d'expression, aucun déplacement de poids, aucun souffle pris puis relâché. Pour Bruce Lee, il n'y a aucune différence entre être prêt et ne pas l'être, parce qu'il n'y a aucune distance entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Il est debout maintenant. Il regarde l'épaule de Russell. Et il dit avec le même ton qu'il a utilisé pour tout depuis que Russell est entré. « Vous êtes sûr ?» Russell rit. Le rire de quelqu'un qui entend une question et y voit la confirmation de tout ce qu'il croyait déjà. Le rire de quelqu'un qui confond prudence et faiblesse, parce qu'il n'a pas encore appris que les deux choses ne sont pas liées. « Oui, dit-il, allez-y, pleine puissance. » Bruce répond. « Très bien. » Ce qui se passe ensuite prend moins de temps qu'il n'en faut pour le décrire. La main droite de Bruce Lee quitte son côté. Elle se dirige vers l'épaule de Kurt Russell dans un mouvement qui n'est ni lent ni rapide, simplement exact, comme tout ce qu'il fait. Chaque élément inutile retiré jusqu'à ce que le mouvement ne soit plus que pureté et précision, arrivant au point de contact avec le transfert complet de force que 20 ans de travail quotidien ont construit dans cette chaîne cinétique. Les hanches tournent, l'épaule pivote, le coude s'étend, le poignet claque. Chaque segment du corps apporte sa contribution à un total qui atteint l'épaule, en un instant si bref que les membres de l'équipe présents discuteront plus tard pour savoir s'ils ont réellement vu le coup, ou seulement ce qui s'est produit après. Comme lorsque l'on n'est pas certain d'avoir vu l'éclair ou seulement entendu le tonnerre. Un machiniste au fond du plateau, un grip qui a travaillé sur une centaine de tournages, et vu la plupart des choses qu'un plateau peut produire, dira plus tard qu'il n'a pas vu le coup. Il a vu l'épaule de Russell bouger, puis il a vu Russell contre le mur, et entre les deux, rien. Juste l'avant et l'après. Le milieu supprimé par quelque chose allant trop vite pour que ses yeux puissent le suivre. Il y repensera pendant 20 ans et ne trouvera jamais d'autre explication. Kurt Russell bouge. Pas trébucher, pas tressaillir, bouger. Comme bougent les objets lorsqu'une force leur est appliquée. Le corps obéissant à la physique avant même que l'esprit ait la possibilité d'intervenir. Il part à la fois sur le côté et vers l'arrière. L'impact traverse son corps en une onde qui atteint les jambes, et les jambes font ce que les jambes font sous une charge inattendue. Elles font un pas non prévu, puis un autre. Et soudain le mur du plateau est là. Son dos le rencontre. Et il s'arrête. Il est debout, ses jambes tiennent encore, mais son épaule droite porte maintenant quelque chose que son épaule gauche ne porte pas. Un poids nouveau et particulier, qui n'a rien à voir avec un poids physique. Son expression est celle d'un visage en train de réviser quelque chose qu'il croyait absolument 30 secondes plus tôt. L'expression particulière de quelqu'un dont la certitude la plus récente vient d'être retirée par le moyen le plus direct possible, et qui est assez honnête pour rester avec cette réalité plutôt que de lutter contre elle. Le plateau reste dans un silence complet pendant 4 secondes. 4 vraies secondes. Le seul son est celui des lampes au plafond et le bruit lointain et indifférent du studio à l'extérieur. Clouse rompt ce silence par une courte expiration par le nez, discrète et contenue. Le son d'un homme qui attendait quelque chose de précis
et qui vient de le voir arriver exactement au moment et sous la forme qu'il attendait. Le son d'un homme qui connaît Bruce Lee depuis assez longtemps pour ne plus être surpris par lui, tout en restant capable d'en être satisfait. Ce qui est différent de la surprise et à certains égards plus précieux. Sa bouche fait ce que font les bouches lorsque leur propriétaire empêche un sourire de devenir un large sourire, sans y parvenir complètement. Les coins des lèvres luttent contre la retenue professionnelle d'un réalisateur qui a certaines normes quant à la façon dont il se comporte sur son propre plateau, et qui trouve ces normes étonnamment difficiles à maintenir à cet instant précis. Et il n'y parvient pas tout à fait. Et cela ne le dérange pas vraiment. Russell regarde son épaule, puis Bruce, puis son épaule encore. Sa bouche est légèrement ouverte. Le sourire qui fonctionnait sans interruption depuis qu'il avait franchi la porte du plateau a complètement disparu, éteint aussi proprement qu'une lumière. Et ce qui l'a remplacé est quelque chose de plus calme et de plus utile. L'expression de quelqu'un qui s'est trompé sur quelque chose d'important, qui le sait et qui accepte ce savoir sans broncher. Ce qui n'est pas une petite chose. C'est même la chose la plus importante qui arrivera à Kurt Russell aujourd'hui sur le studio Warner Bros. Plus importante que la réunion dont il sortait. Plus importante que ce qu'il fera ensuite. Parce que c'est le genre de connaissance qui ne disparaît pas. Le genre qui s'installe dans le corps plutôt que dans l'esprit et qui reste longtemps après que l'esprit est passé à autre chose. Bruce Lee se tient exactement là où il était lorsqu'il a porté le coup. La main droite revenue à son côté. Son expression n'a pas changé depuis l'instant où Russell est entré. Le même calme, la même directeté, la même absence totale de toute chose qui aurait besoin d'être jouée. Parce que pour Bruce Lee, l'issue de cet instant n'a jamais été une question. Et les choses qui ne sont pas en question n'ont pas besoin de mise en scène. Il regarde Russell contre le mur et dit, avec le même ton posé qu'il a utilisé pour tout, « La prochaine fois que vous entrez dans une pièce et que vous voulez savoir qui est quelqu'un, demandez avant de parler. Un temps. Le temps de choisir les derniers mots avec soin. Ça coûte moins cher. » Russell se détache du mur. Il redresse son col. Il fait ses petits ajustements physiques qui donnent l'apparence du calme pendant que, à l'intérieur, le bilan se met à jour. Le corps ayant compris en premier, comme toujours, l'esprit arrivant plus tard avec ses explications. Il regarde Bruce avec l'expression de quelqu'un qui vient de payer une leçon et qui décide si le prix était juste, et qui arrive à la conclusion que oui. Qu'il était même remarquablement juste pour ce qu'il a reçu. Une leçon qui lui aurait coûté bien plus cher dans d'autres circonstances et avec d'autres professeurs, dont certains l'auraient donnée sans la retenue avec laquelle Bruce Lee l'a donnée. Ce qui fait aussi partie de la leçon. Une partie que Russell comprendra mieux plus tard, lorsqu'il aura eu le temps d'y réfléchir. « D'accord, dit-il. Un seul mot, simple. Le mot de quelqu'un qui a révisé une estimation, reconnu cette révision et compris que tout commentaire supplémentaire n'est pas nécessaire et que l'absence de commentaire est, en soi, la réponse correcte. » Bruce Lee hoche la tête, se rassoit sur la chaise pliante avec la même économie de mouvement avec laquelle il l'a quittée et reprend la conversation avec Clouse sur San Francisco exactement là où elle avait été interrompue. Parce que, pour Bruce Lee, elle ne l'a jamais été. Le coup de poing était simplement quelque chose qui devait arriver. Maintenant, il est arrivé. La conversation sur San Francisco était ce qu'il y avait avant, et elle est ce qu'il y a après. Et la ligne entre les deux est parfaitement intacte, continue, ininterrompue. De la même manière que son attention est toujours continue et ininterrompue, passant de ce qui est nécessaire à ce qui est nécessaire, sans rien transporter entre les deux qui n'y ait pas sa place. Clouse ouvre son carnet. Le sourire qui travaillait au coin de sa bouche fait enfin ce qu'il essayait de faire depuis que le coup est tombé. Il devient un sourire franc. Il se l'autorise pendant 3 secondes entières avant que le visage du réalisateur ne se recompose. Puis il répond à la question sur le 3e lieu de tournage
avec le calme précis d'un homme qui revient au travail de la journée. Le travail auquel il revient toujours, le seul qui compte vraiment pour lui. Essayer de faire quelque chose qui mérite d'être fait avec le temps et les moyens disponibles. Russell dit au revoir. Clouse lui dit au revoir avec la chaleur de quelqu'un qui l'apprécie, et avec une chaleur supplémentaire, celle de quelqu'un qui vient d'assister à quelque chose qu'il a trouvé profondément satisfaisant et qui choisit d'être assez gracieux pour ne pas le montrer davantage. Russell regarde Bruce une dernière fois. Bruce le regarde avec la même expression qu'il avait lorsque Russell est entré dans la pièce. Calme, direct, sans rien de superflu. Le visage de quelqu'un qui n'a rien à jouer parce qu'il n'a rien à prouver. Quelqu'un qui a tout prouvé il y a 20 ans, dans les salles d'entraînement, sur les tatamis des dojos, dans la discipline quotidienne d'un homme qui a décidé très tôt ce qu'il voulait devenir, et qu'il l'est devenu. Et qui n'a pas besoin d'une porte de plateau, d'une chaise pliante et de l'épaule d'un jeune homme de 21 ans pour le confirmer. Parce que la confirmation n'a jamais été le but. Russell hoche la tête. Bruce hoche la tête. Le signe bref de deux personnes qui sont parvenues à une compréhension par le moyen le plus direct possible et qui n'ont plus rien à se dire aujourd'hui. La porte du plateau se referme. Dehors, le studio Warner Bros. Continue exactement ce qu'il faisait avant que tout cela n'arrive. Tout en même temps et jamais dans le silence. Les voiturettes de golf, les talkie-walkie, la chaleur sèche de septembre et la lumière dorée de la Californie qui glissent sur les bâtiments, les machines et les gens qui circulent entre eux. Kurt Russell marche vers le parking, les mains dans les poches, et son épaule droite porte quelque chose que son épaule gauche ne porte pas. Il a 21 ans. Il va avoir une longue carrière. Il entrera dans des centaines de pièces au cours de cette carrière. Des pièces pleines de gens qu'il ne connaît pas encore. Et dans chacune de ces pièces, avant d'ouvrir la bouche à propos de quelqu'un qui s'y trouve, il prendra un moment de plus pour poser la question qu'il n'a pas posée aujourd'hui. La question qui ne coûte rien et qui rapporte tout. Il l'a apprise sur le plateau 14, un mardi de septembre 1972, d'un homme assis sur une chaise pliante, en vêtements d'entraînement noirs, qui a donné un coup de poing, prononcé 2 phrases, puis est retourné parler de San Francisco, comme si rien ne s'était passé. Parce que pour cet homme, rien ne s'était passé. Parce que pour cet homme, le coup de poing était simplement ce qui devait être fait à cet instant. Et San Francisco était ce qui devait être fait à l'instant suivant. Et la continuité entre ces deux choses n'a jamais été rompue, parce que son attention ne l'est jamais non plus, se déplaçant de ce qui est nécessaire à ce qui est nécessaire, sans rien transporter entre les deux qui n'y ait pas sa place. Le studio est bruyant, la lumière est dorée. Le plateau 14 est déjà en train de passer à 2 mains. Le matériel est déplacé, le sol est dégagé. L'espace est transformé en ce qu'il devra être ensuite. Indifférent à ce qu'il était aujourd'hui, comme tous les lieux le sont, comme tous les lieux le seront toujours. Contenant ce qu'ils contiennent aussi longtemps qu'ils le contiennent, puis le laissant partir complètement, ne gardant rien, ne se souvenant de rien. Comme l'après-midi ne garde rien et ne se souvient de rien lorsqu'il devient soir, ce qu'il est en train de faire maintenant. La lumière dorée s'assombrit, les ombres s'allongent sur le studio. La température baisse de ces 2 degrés que perdent les soirées de septembre à Los Angeles. Assez pour le remarquer, pas assez pour nécessiter une veste. Et quelque part, sur une chaise pliante près d'un moniteur, un homme en vêtements d'entraînement noir parle d'un lieu de tournage à San Francisco avec un réalisateur qui n'arrive pas tout à fait à cesser de sourire. Et la journée se termine comme toutes les journées se terminent, simplement en devenant la suivante, emportant ce qu'elle emporte, laissant derrière elle ce qu'elle laisse, indifférente à la différence, comme les jours le sont, comme les jours le seront toujours. Longtemps après que les hommes dans cette pièce auront disparu, longtemps après que la pièce elle-même aura disparu, et que le studio sera devenu autre chose, ce qu'il deviendra, comme tout devient autre chose. Ce qui n'est pas triste, c'est simplement vrai.